pour moi, ça fait partie de la cohérence de ce qu'on propose. Et puis, bah, moi, Super Héros, il était là pour te permettre de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire et qui ait cet impact positif. Enfin, c'était ça le point. Euh, il y a une logique et tout ça dans une logique financière qui permet qu'à chaque fois que ça grandit, bah, l'impact continue de grandir avec. Ça, c'est le point primordial. Ce qui nous permet de ne pas nous poser la question au quotidien de dire ah, mais est-ce qu'on est en train de faire est-ce qu'on doit chercher vraiment de la croissance? Bah oui, parce que plus on a de croissance, plus on a d'impact versus le fait d'acheter de manière classique tes courses dans la grande distribution. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Paul Charmillo, fondateur et directeur de l'épicerie en ligne Magic Tomato, ou Magic Tomato, c'est comme vous voulez. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme la naissance de Magic Tomato, on parle de son idée, du développement et de son impact. On aborde le thème des réflexions durables, on parle de bio, de produits non traités, du vrac et de produits locaux. On parle de leur communauté et bien d'autres points. Pour te remercier de me suivre dans mon aventure de podcast et pour t'inviter à tester une première fois leur plateforme, tu peux entrer le code promo DABU, qui est l'acronyme de développement avec Brian Oumana. Ça t'aidera, ça te donnera du temps et tu consommeras des produits locaux. N'hésite pas à me faire un retour de ton expérience. Je te souhaite un excellent épisode. Paul, tu as dit, après de nombreuses tentatives d'organisation afin d'avoir le temps de faire mes courses auprès des artisans locaux, une solution m'est apparue. Il me fallait tout simplement des super pouvoirs pour arriver à récolter le meilleur auprès des artisans indépendants de la région et l'amener en livraison écologique le jour même. Magic Tomato était né. Quand est-ce que tu as réalisé que ce n'était pas seulement une idée? Quand j'ai commencé à devoir aller chercher ces produits chez les artisans et les amener chez les premiers clients, là j'ai compris que ça c'était C'était plus une concret. idée mais que c'était concret Ouais. et que c'était effectivement aussi compliqué que ça avait l'air de l'être et que cette envie de créer le super-héros, elle fait pas que derrière il fallait quand même faire la démarche concrètement. Et quand tu dis c'était compliqué, qu'est-ce qui était compliqué? C'était c'est-à-dire c'est pas mal de choses assez simples mais qui mises bout à bout rendent compliqué l'ensemble de la démarche et, et là je disais que tu me demandais à quel moment j'ai compris que c'était pas juste une idée, bah, Ouais. c'est quand concrètement il faut le faire, et bah là on voit la portée et le temps que ça demande et l'énergie et les implications en fait logistiques. Mhm. Et donc ça a été vraiment le moment où tu t'es dit, bon, là c'est bon, on est parti. Et comment tu choisis ces fournisseurs, donc ces artisans, ces différents produits? Alors, bah, c'est vraiment trouver les artisans et producteurs qui ont envie d'avoir qui partagent cette envie d'avoir des bons produits, qui ont une certaine filière qui est vraiment, on va dire, indépendante, qui ont cette envie du local, de promouvoir le local, de ne pas partir dans de la production industrielle ou j'ai envie de dire on peut même faire un produit local mais qui serait pas forcément bon. Donc il y a cette envie d'avoir un bon produit pour le client final qui a du goût, qui fait plaisir quand on le mange. Et puis ça, c'était un des points premiers en fait dans la sélection des artisans et producteurs. Après, il y a le côté du sourcing. Donc est-ce qu'ils vraiment utilisent des produits au maximum de la région. Et après, bien sûr, il y a comment on peut collaborer avec cet artisan puis son envie de participer. Et il y a le côté aussi durable qui pour nous est très important dans toute la démarche. Donc ça, c'est un peu les critères. On a une charte. Elle n'est pas rigide, où on peut un peu comprendre aussi la situation d'un artisan qui ne remplirait pas toutes les cases. Donc c'est pas systématique, mais c'est 90% est suivi, on va dire, de la charte. Mhm. Euh,
Enfin, peut-être avant qu'on se plonge dedans et qu'on continue, tu portes un t-shirt Magic Tomato. Qui es-tu, Paul? Alors, je suis un entrepreneur. J'ai envie de changer les choses et disons, je suis entrepreneur à la base et puis je suis devenu entrepreneur pour changer en fait la façon dont on consomme actuelle et puis ses impacts négatifs sur notre planète. Et donc, est-ce que je suis un entrepreneur qui veut faire changer les choses? Et en tout cas, j'ai choisi cette voie-là pour essayer de faire quelque chose et de faire évoluer les choses qu'on fait sans réfléchir et qui ont un impact négatif. Et donc, tu dis que tu es un entrepreneur à la base. De quelle base est-ce que tu parles? Parce que Magic Tomato, tu l'as lancé en 2016. Oui. Avant ça, tu as fait 12 ans dans le domaine bancaire. Oui. Donc, quelle base? Non, la base, c'est que j'ai toujours créé des choses. J'ai lancé une petite marque de t-shirts. J'ai fait des soirées étudiantes. Enfin, j'ai fait, je ne fais pas la liste, mais j'ai fait Ouais, ouais. des dizaines de Ok. projets et plein n'ont jamais été jusqu'au bout aussi. Donc, il y avait cette idée de créer des choses, de réinventer en fait euh, des services ou des prestations. Donc, ça, c'était le côté entrepreneur. Et puis, en fait, finalement, le jour où vraiment je lance ce Magic Tomato, là, il y a cette fusion un peu qui apparaît de entrepreneur, oui, mais pour avoir un impact positif sur notre planète, en tout cas dans notre région déjà, et plus, tant mieux. Mhm. Euh, et aussi l'envie de dire qu'on peut faire une activité rentable et qui crée un cercle vertueux. C'est ça en fait qui m'intéresse. Donc sortir de l'aspect on subventionne une activité qu'on sait qui n'est pas rentable mais qui a un impact positif à on arrive à développer des business qui sont rentables et qui ont un cercle vertueux pour les régions et la planète. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment le. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est avoir des entreprises comme la tienne, comme celle où on est aujourd'hui, Gamadia, donc Tipeee. Enfin, il y en a plein, on peut en citer. J'en ai eu certains dans mon podcast, comme coca.ch, Loico, Oui. qui est plus de ta région, hein. Euh, Enfin, il y en a plein et c'est réjouissant, je trouve. C'est réjouissant parce que en plus de ça, aujourd'hui, quand tu parles avec les gens, ils ont ce besoin d'avoir une mission au-delà de ce que fait l'entreprise. Donc vraiment le cœur de métier. Toi, la mission même de l'entreprise, donc ce que vous faites est déjà dans ce sens-là. Mais tu vois, une entreprise comme, juste pour parler, donc l'entreprise dans laquelle moi je suis, Wilai Telecoms, on est spécialiste en infrastructure informatique. Concrètement, le cœur du domaine n'est pas durable. Tu vois, on peut pas dire que voilà, c'est pas de la durabilité. Par contre, si on n'existait pas, ou disons toutes les entreprises de notre secteur n'existaient plus, il y aurait plus la connexion, il y aurait plus ce podcast concrètement ne pourrait pas être diffusé. Donc c'est de se dire dans un secteur euh, qui n'est pas forcément durable en soi, de faire au mieux avec des démarches éco-responsables en interne, avec un type d'organisation, avec des labels, et on en parlera comme Bicorp, pour lequel vous êtes certifié. Euh, et, et donc, je pense que c'est très important aujourd'hui. Mais donc, toi, 2016, tu commences à te poser ces questions parce que, comme j'ai dit, tu viens du domaine bancaire. Finalement, 2016, c'est pas très vieux, mais on ne parlait pas autant, il me semble, Ouais. de la durabilité. Donc, toi, pourquoi tu t'es posé ces questions? D'où viennent ces réflexions? Et c'est vrai que l'aspect durabilité était nettement moins. La thématique était déjà là de fond, mais était beaucoup moins diffusée et présente en fait dans les médias et au sein aussi de j'ai envie de dire, toute la communauté plutôt économique et entrepreneuriale. Je- en fait, dans la démarche que j'ai de Magic Tomato,
c'était un peu, il y avait une logique, on va te dire. Ça partait aussi d'une frustration, hein, on disait de pas faire ses courses au bon endroit, de terminer dans des stations-service, de pas avoir les bons produits qu'on aimerait avoir, de certaines aberrations. Puis en fait, en, disant comment on ferait la chose logiquement et de manière un peu plus juste, après selon moi, hein, et ça s'imbriquait que l'aspect durable, il est au cœur aussi de la démarche. Et dans la construction en fait, des premières pages, on va dire, du projet Magic Tomato, c'était évident pour moi qu'au-delà le fait de pouvoir donner une nouvelle solution, il fallait que l'ensemble soit durable et que plus le projet grandit, plus il a d'impact. Et trouver le point de pourquoi, comment, en fait, ça s'est fait naturellement. Euh, je suis pas le plus grand écolo historique et autres, mais il y a eu tout d'un coup une prise de conscience et dire, mais attends, on peut pas ne rien faire. Est-ce que c'est aussi l'inaction politique? Est-ce que c'est le fait de voir les grandes entreprises ne pas faire les choses? Il y a aussi le côté là, il y a récemment des lois qui sont un peu en train de tomber. Ce greenwashing permanent, aussi un peu qui est dérangeant. Envie de dire, mais attends, on peut faire quelque chose de sympa pour les utilisateurs, pour nous tous, cool, qui fait plaisir, et en même temps qui a un impact positif. Enfin, pourquoi on a... En fait, comme si ces choses-là qui me semblent assez normales n'existent pas. Et puis c'est un peu ce mélange-là. Il a différentes sources, hein, mais qui fait qu'au lancement, c'était, écoute, tu dois avoir tes courses le jour même, localement, à travers une logistique durable, parce que je me voyais mal faire ça avec des véhicules thermiques. Euh, et puis avec une composante éthique aussi, dire, mais en fait, on en parlera, je pense aussi, tu peux pas avoir le livreur qui est pas salarié, qui est pas bien payé. Enfin voilà, l'ensemble fait que tu as un business, pour moi, qui est le business tel qu'il devrait être aujourd'hui. Alors, j'essaie de répondre encore plus profondément à ta question. Le fait que aujourd'hui, je me voyais mal lancer un business qui n'avait pas cette base-là de fonds, enfin, quel qu'il soit, hein. Mais là c'était Magic Tomato, mon projet, etc. Mais j'irais de manière générale, si si ça avait été autre chose, il y aurait eu cette composante-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup plus d'entrepreneurs qui lancent leur entreprise, il y a cette composante-là. En tout cas, c'est ce que je vois en Suisse. Ouais, complètement. Moi aussi, je vois ça. Mais je t'ai posé la question parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je crée si je crée une entreprise, alors c'est sûr que ce serait dans ce domaine-là. Mais aussi parce que ce sont mes valeurs. Mais en 2016, probablement qu'aussi, mais ça aurait été moins logique, j'ai l'impression. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Ça venait un peu, c'était un petit peu avant-gardiste en fait en 2016 parce que justement on n'en parlait pas trop. C'était pas trop un sujet. Manger local c'était bien, mais ça restait cantonné à beaucoup d'initiatives isolées. Euh, Franchement, il y a eu pendant le Covid en 2020 tout d'un coup une prise de conscience, d'ailleurs qui est plus ou moins disparue, on va dire, aussi vite qu'elle est apparue. Mais le côté, je dirais d'un point de vue communication, sensibilisation du monde entrepreneurial, elle est restée par contre. Donc ça c'est bien. Euh, pour moi, ça fait partie de la cohérence de ce qu'on propose. Et puis, moi, Super Hero, il était là pour te permettre de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire et qui ait cet impact positif. Enfin, c'était ça le point. Euh, Il y a une logique. Et tout ça dans une logique financière qui permet qu'à chaque fois que ça grandit, l'impact continue de grandir avec. Ça, c'est le point primordial. Ce qui nous permet de ne pas nous poser la question au quotidien de dire ah, mais est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on doit chercher vraiment de la croissance? Bah oui, parce que plus on a de croissance, plus on a d'impact. Versus le fait d'acheter de manière classique tes courses dans la grande distribution. Voilà, ça c'est le point. Euh, le fait de faire ses courses reste quelque chose qui a un impact négatif, hein, si on l'isole, hein. Donc on n'est pas en train de remettre le curseur de négatif à positif. On est en train de diminuer fortement quelque chose qui est négatif. Ouais, c'est sûr parce que alors tu peux aller faire tes courses dans un magasin.
disons, peu importe entre guillemets que ce soit une épicerie ou un des grands distributeurs type Migros ou Coop, une des problématiques, c'est justement le trajet depuis chez toi jusqu'à l'endroit où parfois tu vas aller juste pour un seul produit. Après, ben, évidemment, il y a les choix dans le magasin en question. Donc ça, c'est une des problématiques. La deuxième problématique, ben, c'est la partie locale. Parce que finalement, justement, quand tu vas à la Migros ou à la Coop, je les cite parce qu'on cite tout ici. Oui. Euh, alors oui, tu as le label suisse. Mais la majorité des gens, je crois, euh, c'est vraiment une hypothèse, hein, tu vois Suisse, bah, tu te dis, bon, c'est bien, c'est local. Et là, moi j'ai deux opinions par rapport à ça. Parce que d'un côté, en Suisse, et je trouve très bien, la localité, c'est vraiment la région, ben, c'est presque cantonal, quoi. Tu vois, si je parle de moi qui suis de Neuchâtel, local, c'est Neuch. Toi, Genève, local, c'est Genève. Mais par contre, quand tu sors un peu de la Suisse, en France, ou même aux États-Unis, hein, j'entends, local, c'est le pays. Ouais. Et tu vois, aux États-Unis, tu dis, bah, je mange local. Oui. T'es au Texas et tu manges un truc de New York. Ouais, tu vois, c'est comme si nous, ici, on mangeait un truc de l'Angleterre. Oui. Donc, tu vois, la signification du local est différente selon les endroits. Par Surtout contre, qu'on dit le Cavor, c'est un peu manger dans un rayon, il y a plusieurs écoles, mais ils ont 200 km. Bah, 200 km, fait presque alors, toute la Suisse. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais et justement, ce qui est beau avec vous, avec Magic Tomato, tomato ou tomato? Comme tu as envie. Ok. C'est marrant, la majorité des gens qui ont des boîtes, je leur demande mais si ou ça? On s'en fout, c'est comme tu veux la prononciation. Euh, c'est vrai que mais c'est ça qui est, donc je disais, c'est ça qui est bien de Magic Tomato, c'est le fait que concrètement, je me pose pas la question de la localité, vous avez déjà fait tout ce travail en amont. Et c'est ça que j'aime, c'est ce que j'aime des épiceries aussi bio où je vais, c'est que je dois pas me prendre la tête, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio? Alors, bio n'est pas égal à durable dans le sens transport. Voilà. Mais par contre, au moins bio est égal à généralement, il y a quand même un aspect aussi communautaire généralement. Et donc ça, c'est positif. Mais vous, vous êtes allé encore plus loin où quand moi je vais sur le site de Magic Tomato, magictomato.ch, hein, c'est juste, Oui, on me demande le code postal, j'entre 2000 Neuchâtel, et puis là, il y aura une priorité sur les acteurs justement régionaux. oui, Et c'est ça qui est fort, je trouve. Je dis ça parce que, typiquement, moi, avant de connaître Magic Tomato, j'ai connu Farmy. Et eux, ben, je pense que justement, parlons-en, mais il me semble que il y a moins cette localité, c'est juste? oui. C'est juste, hein? Ouais. Ouais, ils Ou- ont une vision plus suisse. Hein. Ouais, ok. Donc tu vas avoir la même offre globalement sur toutes les régions romandes, voire même suisse. Tu as beaucoup de choses qui viennent de Suisse Suisse allemande allemande, hein? aussi. Ouais. Mais je dirais pour nous, on a vraiment. Chaque région a en fait son marché distinct. Euh, on a on va dire une enseigne commune, mais en fait, quand tu es à Neuchâtel, tu as ton marché de Neuchâtel, de la région Fribourg-Jura. D'ailleurs, on est à Cornou. Et, et là, tu as un écosystème de 70-80 artisans et producteurs de la région. Et tu les retrouves pas dans le marché vaudois. Et également à Genève, c'est donc à chaque fois différent. Euh, Tu peux retrouver certaines similitudes, mais vraiment dans des produits d'épicerie, type du riz, Fairtrade, des genres de choses, mais pas du tout sur les produits frais et les produits euh, de production, donc type fruits et légumes. Mhm. Donc c'est vraiment des marchés distincts. Et ça, c'était hyper important, parce que sinon tu perds le côté proximité. Et puis nous, c'est fixé 25 km. C'est on va dire notre objectif. On peut faire certains écarts, mais le maximum est dans ces 25 km. Donc ça, c'est très important. Puis, mais oui, tu peux acheter du local dans la grande distribution. Mais comme tu dis, c'est pas sélectionné. Mhm. C'est un peu caché. Des fois, c'est mis en évidence. On peut en parler après, mais parce qu'en fait, il y a toujours un peu une logique de prix, de marge et autres. Tout est travaillé. Donc, forcément, c'est ce qui aura le plus de marge qui sera souvent mis en avant.
ou alors il y a une volonté de te faire acheter quelque chose en parallèle qui est lié au produit. Mais disons, dans l'offre globale, souvent tu vois peut-être même devant des frigos, c'est marqué de ma région, pour ne pas citer un des deux grands. Et puis quand tu regardes dans les frigos, la moitié n'est pas de la région. Mais c'est le genre de choses un peu qui biaisent un peu le consommateur. Et l'idée, bah, c'est sur Magic Tomato, tu ne peux pas te tromper en fait. Donc si tu as envie de manger principalement local, des produits vrais, sains et non transformés, bah, c'est ça aussi le point. Donc il n'y a que des produits naturels sur Magic Tomato. Grande différence avec aussi un Farmi, et ben, tu ne peux pas te tromper. Et ça, pour moi, c'était déjà de permettre aux consommateurs d'y aller un peu les yeux fermés. Et ben, c'est déjà le point 1. Alors, on pourra toujours aller plus loin et on doit aller toujours plus loin pour aider. Mais c'est important et de marquer la saisonnalité aussi. Dire, OK, bah, les fraises, bah, c'est en été. Euh, et d'ailleurs, on fait régulièrement voter notre communauté sur ces sujets-là, pour être sûr qu'on est bien aligné et d'accord. Euh, ou des fois, également, on doit se dire, mais attends, c'était quoi l'année passée? J'ai un doute, hein, l'année passée ou il y a 2 ans, saison d'asperges beaucoup plus courte, notamment en Valais. Du coup, on a proposé de quand même commencer un mois plus tôt avec des asperges de France. Elles venaient pas trop loin, donc en kilomètres, ça jouait. Et on a posé la question à la communauté, puis c'était 70% oui, il faut le faire, mais exceptionnellement, pas que ça devienne une norme, etc. Euh, donc en fait, on essaie d'aiguiller le consommateur qui actuellement est perdu. En fait, c'est peut-être ça le point principal, je pense, et problème dans la grande distribution actuelle. Puis c'est beau que tu fasses ça ou que vous fassiez ça parce que personne ne nous pose la question aujourd'hui en tant que consommateur. Tu vas dans une de ces grandes enseignes, voilà, tu as les produits qui sont là. Personne t'a demandé. C'est eux qui ont fait selon leur analyse, leur veille, etc. Mais on nous impose si on veut. Et donc, c'est vrai, alors, je savais pas que vous faisiez ça. Et ouais, je pense que c'est, c'est vraiment une bonne chose de communiquer comme ça avec sa communauté. D'ailleurs, communauté euh, qui est en partie actionnaire, hein, enfin actionnaires qui ont des parts, Oui, parce que vous avez ouvert le capital via une tokenisation. C'était quand? Il y a un an environ. oui, Il tout y à a fait. un an, hein, Oui, ouais. l'année passée. Et j'ai pas suivi. Donc c'était 1 million que vous vouliez atteindre. Ça s'est fait assez facilement, je crois, non? C'était quand même beaucoup de travail. Ouais. Quand je dis facilement, en termes de temps, dès le lancement. Oui, c'était une période de 2 mois. On a atteint les 2 tiers de l'objectif. Donc ça, c'était bien. Et l'idée, c'est de continuer parce que pour moi, c'était un point. Depuis le début, j'avais envie que les utilisateurs, utilisatrices puissent aussi détenir une partie de Magic Tomato. Et là, il y a eu la solution technique qui est apparue, bah, qui est la tokenisation. On a eu les bons partenaires et puis on s'est dit on le fait à ce moment-là. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer, qu'on va faire vivre. Euh, on est encore loin de mon objectif qui est que chaque, on va dire, client régulier ait vraiment ait une part de Magic Tomato. Donc ça, c'est mon objectif final. Ouais. On est encore loin, mais ça fait partie de la chose et puis de la circularité. Et puis que si un jour, bah, il y a finalement un... C'est pas le but d'avoir un profit, vu qu'on va être dans une logique de réinvestissement, de plus grandir, mais si un jour il y a un profit, bah, qui revienne finalement aux consommateurs qui croient dans la démarche et qui utilisent Magic Tomato. Donc ça, c'était le point important. Et sous quelle forme sous quelle forme est-ce que ça reviendrait au consommateur? Alors, bah, là, on est dans une logique du coup d'action, donc soit sur une plus-value sur l'action, soit sur un dividende qui serait Ok, versé donc de c'est vraiment un façon. retour sur Oui, investissement. ouais. Ouais, ok. Et c'était important de ne pas faire un crowdfunding où tu recevais aussi un t-shirt ou Ouais. autre, mais d'avoir quelque chose de très palpable. Euh, Ça, c'est complètement un autre sujet, mais pour moi, actuellement, c'est compliqué d'investir dans les entreprises, les petites entreprises en Suisse, à part si tu es vraiment un angel et que tu mets des montants importants. Euh,
Et aussi, via notre deuxième pilier qu'on a tous, il n'y a pas d'investissement en fait, qui est fait dans ces petites entreprises en Suisse, ce qui est pour moi une aberration. Et il faut trouver les nouveaux outils pour le permettre de le faire. Et là, en fait, c'était un peu on ouvrait un peu une piste aussi en faisant ça. Et j'espère que d'autres vont suivre parce que c'est une nouvelle possibilité d'investir dans des efforts qu'on apprécie au quotidien ou dans la région. Et moi, il y a pas mal de personnes qui ont investi, qui ne sont pas forcément clients pour x, y raison, mais qui avaient envie de soutenir la démarche. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir dans ce qu'on a fait. Et le mélange, en fait, de la typologie des investisseurs. Alors, tant des clients, clientes, que des artisans, des partenaires, et puis même certains un peu plus institutionnels qui n'auraient pas suivi sur un montant important, mais là, qui avaient envie de participer. Mhm. Ok. Euh, je reprends juste en termes angel. Ouais. J'essaye de reprendre les termes que potentiellement certaines personnes ne connaîtraient pas. Donc, c'est simplement un investisseur, une personne qui investit, qui a comme activité d'investir dans différentes entreprises. Euh, et donc, je t'ai pas dit en off, parfois je prends des notes, c'est juste tu dis quelque chose et j'aimerais revenir sur ça. Ok. Et pour pas l'oublier, ben, je prends ces notes-là. Et je voulais revenir sur le bio. Donc, on a parlé de localité, enfin de local, de produits locaux, de région. Tous vos produits ne sont pas bio, hein, c'est juste? Oui. Oui. Et puis, tu m'as parlé de votre charte qui est plus ou moins flexible. Vous n'êtes pas non plus fermé à ce que vous avez décrit. Par exemple, comment est-ce que vous mettez en avant des produits qui seraient donc pas bio en termes de label, mais qui ne seraient pas traités? Tu vois, Oui. parce Ce qui concrètement, arrive souvent, en fait. ouais, Ouais. exactement, exactement. Et concrètement, moi, Ou peu traité. ouais, Ouais. Pardon. ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que, parce que tu vois, concrètement, moi, que ce soit bio ou pas, euh, alors moi, je suis très bio dans le sens non traité. Mais qu'il y ait le label ou pas, si je parle avec le paysan et il me dit non, moi je traite pas les choses, je vois pas pourquoi je les traiterais, etc. Moi ça me va, tu vois, j'ai pas besoin d'un stamp bio. Ça pour moi c'est un peu égal. Mais donc tu m'as parlé d'approvisionnement. Par rapport à ça, comment est-ce que vous allez chercher les producteurs? Et est-ce que dans le futur, vous voulez tendre à du 100% bio ou pas? Et sinon, pourquoi pas? Ça, depuis le début, on me pose la question. Depuis le début, c'est un sujet. En fait, l'idée, c'était pas d'être trop excluant. Ouais. Parce que tu perds toujours quelque chose aussi, et puis tu tombes dans d'autres aberrations. Alors, monde idéal, on n'aurait que du bio local et tout serait bien. Mhm. Mais c'est pas possible pour plusieurs raisons pour l'instant. Déjà parce que la filière, elle n'est pas suffisante. Euh, et après, tu te coupes de beaucoup de produits frais ou justement de producteurs et artisans qui font une démarche vraiment avec le cœur juste, où ils vont traiter un minimum, mais ils vont traiter 10 fois moins que d'autres, mais ils n'ont pas le label, ou qui n'ont pas envie de faire remplir les classeurs fédéraux pour avoir le label, parce qu'il y a beaucoup de travail administratif derrière, ou certaines contraintes. Hein. Des fois, il faut faire que le bio, tu ne peux pas faire les deux. Enfin, il faut avoir une taille critique. Et des fois, dans le bio, tu tombes dans l'industriel, en fait. C'est un peu ça aussi que j'ai découvert avec ces autres aberrations. Parce que nous, chez Magic Tomato, on est autant on veut pousser le bio, autant on veut éviter au maximum l'industriel. Enfin, on évite totalement même l'industriel. Donc c'est où est-ce que tu mets le curseur? Et en fait, on a créé un peu notre ligne. Et c'est ça un peu Magic Tomato. Et cette charte, elle en fait partie. C'est dire, mais c'est ce qu'on cherche, c'est à être juste, que le consommateur il s'y retrouve, qu'il ait quand même le choix suffisant. Et un exemple, si on faisait que du bio, on va se retrouver des fois à importer un produit de plus loin pour qu'il soit bio. Alors pour des normes qui ne seront pas comme les normes suisses, qui sont toujours assez, on peut dire, plus extrêmes et plus appliquées que dans d'autres pays. Je dis ça vraiment sans critiquer d'autres pays ou autres, mais on sait qu'en Suisse, quand il y a un label, il est vraiment tenu Mhm. fortement. Mhm. Euh, et donc, on ne voulait pas rentrer dans ce type d'aberration. On voulait plutôt privilégier
l'agriculteur qui est juste à côté et permettre ces circuits courts qui ont un impact, c'est ce cumul de tout, de trouver le juste milieu qui permet après d'avoir un impact positif, d'éviter les transports, d'éviter aussi du gaspillage alimentaire, peut-être on en reviendra, et des emballages aussi. Donc ça, on regarde l'ensemble. Dans les produits frais aussi, hein, si vous faites par exemple que de la viande bio, vous retrouvez avec beaucoup moins de produits à la coupe, parce que nous c'est à la coupe préparé quelques heures avant comme au marché. Vous allez vous retrouver plus sur des choses déjà emballées à l'avance. En fait, on retombe dans d'autres travers de la grande distribution. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de production? C'est possible. Est-ce que c'est parce que le marché actuellement est comme ça, et puis on va y venir vers le bio? Peut-être. On a vu aussi que c'est un coût important pour le consommateur. Pas tout le monde peut se l'offrir. Je suis assez suisse là-dessus. J'essaie de trouver des consensus, des justes milieux. Ouais. Et pour nous, comme je disais, c'est le côté industriel qui est le plus important à stopper et sur lequel on s'engage prioritairement. Mais que toi, en tant que tu puisses quand même retrouver des produits qui ont du goût. Donc le côté frais à la coupe est très important aussi dans notre démarche, hein, et de proximité. Ok. J'avais entendu, et moi-même je me posais la question sur qu'est-ce qui était le mieux entre un produit, disons une pomme, prenons la pomme, une pomme traitée de la région versus une pomme bio française pas très loin de la région. Et je me suis souvent posé la question quand j'allais à l'époque et qu'il n'y avait pas trop d'épicerie ou même, hein, ça m'arrive encore de passer à la Migros, à la Coop parce qu'il y en a une qui est proche de chez moi et tout d'un coup, voilà, il me manque quelque chose pour cuisiner, donc je vais vite passer. Et parfois, tu as cette problématique où tu vois la pomme, je ne sais pas si c'est la pomme, c'est un exemple, une pomme suisse, bon suisse, on ne sait pas d'où, et une pomme bio, mais disons française. Et je me suis beaucoup posé la question à un moment, mais qu'est-ce qui est mieux entre la pomme suisse traitée peut-être de façon assez drastique si on veut, donc avec beaucoup de chimie derrière, ou la pomme française qui vient un peu plus loin. Après, c'est vrai que je réfléchissais pas trop en termes de normes, régulations, peut-être que finalement l'écart n'était pas si élevé, mais où il y a plus de transport. Et apparemment, c'était mieux de prendre une pomme bio, Oui. donc française. Et en plus de ça, bah, finalement, tu as aussi ton impact Personnel. ouais. Exactement, sur la santé. Mais donc, tu vois, bon, après, vous choisissez vos producteurs. Oui. Donc, il y a aussi cette composante-là. Et il y a justement, mais à chaque fois qu'on va pouvoir avoir l'offre bio, on va dire aussi, on va la mettre, hein. Donc on va essayer d'être sur les deux tableaux. D'ailleurs, c'est un travail pas journalier, mais presque. J'imagine, ouais. Mais après, on fait le choix de ne pas avoir trop de produits importés, notamment de plus loin. France, justement, un peu suivant où, c'est quand même, ça reste logique d'un point de vue même transport. Mais je dirais dès qu'on part en Espagne, ça devient déjà beaucoup plus loin. Mais je vois, j'avais vu une étude que même d'Espagne, ça faisait plus de sens d'avoir dans les calculs, d'amener la pomme bio d'Espagne plutôt que d'ici. Il me semble, hein, ouais. Mais après, se pose aussi une autre question parce que l'idée, c'est aussi de dire on supporte notre région et en supportant les agriculteurs de la région, finalement, tu les aides aussi indirectement dans cette transition vers lesquelles on aimerait aussi les pousser. Et puis c'est un peu il faut qu'il y ait plus de bio pour que le prix devienne plus facile, enfin plus acceptable pour les consommateurs, parce que du coup il y a même une économie d'échelle même pour les agriculteurs. Enfin ça sera jamais aussi bas que le non bio, mais disons il y a des choses autour qui sont en train de se mettre en place.
nous, l'aspect de soutenir sa région, il est important aussi, surtout dans des filières non industrielles. Parce que finalement, cette pomme bio, d'Espagne, elle va être bien, mais que si elle vient dans des grandes quantités, dans des camions, donc du coup, c'est pas le fait de l'amener en petite quantité tout seul Ouais, dans un transport. c'est clair, Donc, c'est clair. tu es dans une logique déjà d'agro-industrie, de grandes Ouais. filières. Chose qu'on fait typiquement pour des produits qui font maintenant partie du panier de la ménagère, type la banane. On va ok, bio, fair trade, mais ça sera un non-sens pour nous d'essayer d'aller trouver alors, ça serait sympa, mais d'un point de vue écologique, ça ferait pas de sens, nous, d'aller trouver une plantation pour notre volume à nous de bananes. On a meilleur temps d'utiliser les flux qui existent déjà et qui ont déjà leur impact négatif pour aller se sourcer dedans. Donc, c'est toujours trouver le juste milieu. Mais par contre, il y a des choses qu'on se dit que plus tard, qu'on sera plus grand, on pourra faire. Typiquement, l'histoire de la banane, je pense qu'il te faut une masse critique, mais après, Mhm. tu peux te lancer là-dedans, donc, etc. hein. Et nous, on essaie de prioriser, on va dire, nos combats sur les plus évidents, les plus logiques, et puis d'aller toujours un petit peu plus loin. Mhm, ok. Elles viennent d'où vos bananes? Alors, ça varie, Ça mais varie. c'est Enfin, j'ai genre vu de qu'il y a pas mal de bananes, enfin pas mal, je sais pas, mais des îles Canaries. Oui, ça, c'est saisonnier aussi. C'est saisonnier, ok. Et ça dépend aussi après Mais tu peux perdre aussi certains labels de tête. hein. Là, je Ok, réponds ok. de tête, mais il me Ouais, ouais, semble que du d'accord. coup, ils n'étaient pas forcément bio. Et après, c'est mieux que ça vienne par bateau de plus loin que par avion. Ok, Enfin voilà, ok, c'est ok. aussi un point important. Ouais, il y a plein de calculs à Oui, faire. C'est complexe, hein. Il y a énormément de points à prendre en considération. nos Euh, courses, quand tu commences à creuser sur tout ce qui se trouve dans le supermarché pour faire nos courses, la filière derrière, comment ils arrivent, pourquoi ils sont déjà préemballés. Enfin, il y a tellement de choses après quand tu creuses. Et puis chaque produit a une filière différente. C'est assez, c'est assez fou. Mais à chaque fois que tu creuses, tu découvres un nouveau truc. Tu es là, ah, mais en fait, mhm. c'est. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Moi, je suis pas du tout du secteur, donc j'ai découvert énormément de choses et plein de choses illogiques aussi. C'est ça qui m'a amené à Magic Tomato, c'est de dire, mais attends, on a un modèle des années 50, enfin qui est né aux États-Unis aussi, et la France aussi est aussi fort dans la grande distribution, dans les années 50, qui est basé sur l'utilisation d'un véhicule pour aller dans un supermarché, dans un lieu dans lequel on a amené toute la nourriture préemballée, qui attend des milliers de personnes et qui vont toucher aussi toute cette nourriture. Donc là, voilà, ta tomate est touchée par des milliers de personnes. Elle est sous la lumière toute la journée et c'est les deux choses le pire pour un aliment. Donc on a commencé à faire des tomates plus dures qui résistent plus au toucher des personnes. Elles doivent être belles aussi. Voilà, elles doivent être belles. Euh, et en fait, tout a été dirigé comme ça. Mais là, ça fait en 70 ans que tout est dirigé dans cet angle-là. Et ça a permis de nourrir beaucoup de monde à un prix beaucoup plus bas. C'est super. Mais à un moment donné, le monde il évolue, il faut continuer d'évoluer. Et puis là, il y a des autres solutions. Et Mhm. nous, sinon, on va faire l'inverse. On va prendre la nourriture là où elle est. On va faire tourner les flux à l'inverse. On va aller chercher que ce qui a déjà été demandé par le consommateur. On va préparer que ce qui a été demandé par le consommateur. Euh, on va présélectionner ce qui fait sens dans la saison. Et, euh, et rien qu'en faisant ça, en inversant tous ces flux, tu t'évites 90% du gaspillage alimentaire, t'évites les emballages plastiques, tu permets d'éviter des transports thermiques pour la plupart encore maintenant. Tu as des produits plus frais. Je n'ai pas le but de faire de la pub, mais notre tomate, elle a été touchée par le producteur et notre préparateur, donc deux personnes. Voilà, peut-être après, c'était bien que tout le monde touche la tomate, c'est autre chose, mais, mais dit comme parce que des fois, il y a une crainte de commander en ligne, mais la crainte, c'est quoi? C'est que ton produit, tu n'as pas pu le choisir, mais ça veut dire la tomate que tu as mis dans ton sac au supermarché, tu peux être sûr qu'il y a déjà au moins une centaine de personnes qui les touchent avant. C'est clair. Donc, c'est pas dit comme ça, c'est pas hyper glamour. Ouais. Donc, c'est de dire de repenser ça, en fait. Et puis, moi,
je crois aussi qu'on a mis plein de choses dans le supermarché parce que voilà, c'était le lieu où tu vas, mais finalement, est-ce que c'est logique d'avoir tout ça en même temps que tes produits frais, qui ont complètement une autre filière? Enfin, si tu réfléchis aux filières, elles sont complètement différentes. Euh, Puis historiquement, tu avais le marché, enfin, tu allais au marché, tu avais le maraîcher qui venait, tu avais le boucher qui. Enfin, ils n'étaient pas les deux ensemble, collés, avec des flux identiques. Donc, on est revenu à des basiques, en fait, Mhm. mais avec la technologie d'aujourd'hui. Et puis, ça, c'est la chance qu'on a, en fait. C'est toutes ces possibilités technologiques, on peut les utiliser à bon escient et c'est le but. Et, et je pense pas que c'est les grands qui vont le faire, parce que les grands, ils sont dans une logique de marché qu'ils doivent garder, de marché de masse aussi. Pour eux, c'est des paquebots, c'est impossible à bouger. Donc il faut des entreprises qui innovent, qui repensent les choses, qui rebattent les cartes à notre niveau. Hein, c'est ce qu'on fait. Mhm. Donc, tu as parlé de déchets bon, alimentaires, mais aussi en termes d'emballage. Oui. Le vrac, tu le vois comment je te pose la question parce qu'à Neuchâtel, enfin, il y a récemment une épicerie vrac qui a arrêté. Attends, il me semble qu'il y avait une autre qui avait arrêté. Et j'ai l'impression que les épiceries, elles sont un peu en train de mourir aussi, Ouais. alors que d'un autre côté, ben, il y a cette tendance-là, où, je suis sûrement un peu biaisé aussi, mais j'ai l'impression que les gens veulent de plus en plus avoir des produits Magic Tomato. euh, mais le vrac, je sais pas, ben, j'ai l'impression que ça prend pas. Euh, donc tu parles de vrac, mais comment est-ce que vous le faites, vous? Nous, on le fait parce que on le fait de base, en fait, depuis le début, sans forcément l'avoir marketé d'ailleurs. Qui est tes légumes, ils sont pas emballés en fait, ils sont dans un sac en jute qu'on réutilise à chaque livraison. Ok. Et quand on a des produits, certains produits qui doivent être, on va dire, tenus, ils sont dans un sac compostable. Euh, Là, on aimerait aller plus loin, c'est qu'on a fait 2 3 tests de vrac pour des légumineuses et ce genre de choses, donc d'avoir un contenant en verre qu'on réutilise et qu'on lave. Donc ça, on l'a fait en test et c'est quelque chose qu'on aimerait bien aller plus loin dedans. Pour moi, ça fait partie de l'ensemble de tes courses. Euh, et je trouve dommage que ces acteurs, enfin dire plus isolés, aient des difficultés. Ça rejoint un peu ce qu'on a constaté, c'est que depuis une année, maintenant une année et demie, qu'on est sorti du Covid, les gens sont revenus à leur vie normale, ils ont moins de temps, donc ils ont peut-être moins le temps de passer également dans l'autre épicerie, prendre juste les produits en vrac. Finalement, ils retournent dans la grande distribution et puis ils font leurs courses dans la grande distribution. D'ailleurs, il y a même des points vrac maintenant dans la grande distribution. Ouais, ouais, Je n'ai complètement. pas d'infos si ça fonctionne bien ou pas, mais Mhm. enfin pour dire que c'est devenu une composante un peu plus normale. C'est- tant mieux que ça fait partie du paysage. Euh, et ça montre triste que ces initiatives, par contre, elles souffrent. Mais ça a l'air d'être. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était quand même relativement général dans toutes les démarches de produits locaux, un peu isolés. Ils ont eu le contre-coup un peu voilà, de ce retour à la vie normale. Et, mais c'est important qu'il y ait un maximum d'initiatives qui veuillent changer les choses et qui maximisent les circuits courts ou réfléchissent à des autres solutions pour éviter le suremballage des courses. Je, je pense qu'il y a un soutien étatique qui manque. Il y a beaucoup de discussions, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de bandes annonces, mais réellement, c'est très compliqué d'être soutenu. Typiquement, nous, on n'est pas soutenu depuis plus ou moins le début de Magic Tomato. Et on se bat pour ça. Et je pense que là, il y a un changement de paradigme qui est en train d'arriver, mais il n'est pas encore en place. Donc j'espère que ça va s'accélérer. Mais je pense que c'est important de soutenir toutes ces initiatives parce que c'est ça qui fait bouger aussi les choses. Après, le problème que je vois, ben, tu as parlé des prix, tu as mentionné les prix donc, quand on parlait du bio. Et généralement, ces épiceries, en tout cas les épiceries auxquelles je pense, c'est plus cher. Euh, voilà. Moi, c'est pas un investissement, mais disons, c'est un prix que je suis prêt à mettre parce que je veux promouvoir ce genre justement de magasin.
Parfois, je me pose la question, parfois, je me dis, mais purée, je vais à la Migros et j'ai tout, quoi. Tu vois, je pense à la Migros à Marin Centre à Neuchâtel. Justement, tu as ce petit endroit vrac. Et Ouais. alors que là, aujourd'hui, avec ma copine, ben, on doit aller dans un magasin bio. Après, il faut aller dans un autre où il y a du vrac. Et tu vois, tu fais plein de points comme ça. Ça, c'est Et parce que tu commandes pas encore sur Magic Tomato. exactement, ouais, non, c'est clair. Mais comme je t'ai dit, donc Oui. Magic Tomato, je connaissais pas. Enfin, j'ai connu avant Farmy et j'ai commandé quelques fois chez Farmy. Maintenant, c'est clairement pour moi un super pouvoir. Ouais. Après, moi, il y a juste la composante bio enfin, où je cherche ces produits-là. Donc, il faudra juste que je réfléchisse par rapport à ça. Typiquement un produit, mais bon, tu me diras, ben, t'as qu'à pas les acheter. Mais je suis colombien d'origine et on mange beaucoup d'haricots. L'haricot rouge, il vient de Chine, partout. Ou même le noir, t'en trouves d'Italie, j'ai vu. Vous avez Oui. des haricots? Vous avez des On haricots a des rouges? haricots de tête blancs Blanc, ouais, mais d'Italie, ouais, ouais, justement. ouais, voilà, mais tu vois, c'est. Euh, Mais le rouge Ouais, parce qu'en Suisse, de on a plutôt les Chine. haricots verts tout fins. Ouais, bah D'ailleurs, c'est la saison, ouais, si tu veux te faire ouais. plaisir. Mais le rouge, je me suis dit qu'il y a un truc à faire en Colombie. Faut aller Oui, développer enfin, bon, la Chine, c'est aussi un peu cette image. On a un peu une mauvaise image de la ouais. Chine. Tu dis, bon, je vais pas te recommander des haricots rouges de Chine. Bref, c'était une parenthèse. Mais Euh, c'est, mais c'est tous des points comme ça, en fait. Et ça, tu peux découvrir pour une liste de produits géante où tu dis, mais attends, pourquoi il n'y a pas ça ici? Tiens, pourquoi on peut pas faire ça? Et c'est un travail, en fait, de remettre des filières. Mais il faut avoir une masse après en fait, j'ai l'impression que tu peux faire ça du moment que tu as un certain volume derrière. Mais c'est clair que c'est pas les grandes distributions actuellement qui a envie de faire ce challenge. tu peux repousser à peine ton micro, s'il te plaît. Le prendre vers toi. Ah, pardon. Ouais. Voilà, Ok. là, c'est mieux. Là. Qui a envie de prendre ce challenge. Euh, Ouais, je t'ai coupé, mais désolé. avant, tu mentionnais, tu disais un point là sur le fait on a tout à la Migros. Oui, Et ça, pour moi, c'est depuis le début de Magic Tomato aussi. C'était important que tu puisses faire tes courses de complète. la semaine complète. Ouais, Alors, tu vas de manière aller une fois par mois, en tout cas au supermarché, parce que tu dois acheter des produits rien que cosmétiques spécifiques, ouais. de ménage. Vous avez pas ça? On a une base Ok. plutôt qui est aussi green, hein, c'était important, Ouais, ouais. mais qui te permet de vivre sans devoir aller au supermarché Ok, chaque semaine. ok, ouais. Donc oui, papier toilette, les alus, etc. Mais même dans notre cuisine, même moi, il y a des produits industriels que je dois acheter pour certaines choses. Donc tu sais qu'en fait, tu vas aller quand même une fois par mois au supermarché. Mais par contre, tu n'as pas besoin d'y aller chaque semaine Ouais. en rentrant. En fait, c'est ça aussi notre philosophie. Et déjà, si tu arrives à faire ça, tu as déjà fait un grand pas. Et du coup, tu es aussi beaucoup plus ciblé dans tes achats au supermarché. Parce que du coup, tu vas plus regarder vraiment le rayon frais et autres. Tu vas aller sur des produits industriels dont tu as besoin, certains biscuits qu'on est content d'avoir. Enfin, voilà, je vais pas faire la liste. Mhm, Mais... ouais. Et puis pour ça, tu n'as pas besoin de... Le supermarché est super. Et puis pour tous les produits frais, voilà, une bonne viande à la coupe, du fromage, région, fruits et légumes, des bonnes bases d'épicerie, justement bio fair trade, là, tu as... Magic Ouais, Tomato. Ouais. on essaie d'avoir quand même toute cette composante-là avec un maximum de vrac. Donc, toi, on essaie quand même de combiner des choses qui. J'ai l'impression que c'est cette composante complète qui fait que. En tout cas, pour moi, c'est cette composante complète qui fait que l'ensemble est efficient, rentable et puis permet de se développer. Parce que la question, souvent, de toute cette démarche indépendante, c'est est-ce que c'est rentable à la fin pour subsister? Et puis, souvent, non, sans un certain volume. Mais du coup, tu as une zone de chalandise assez limitée. Enfin voilà, et pour moi, c'est la combinaison de ce qu'on fait, plus en fait le cumul qu'on a plusieurs régions, où on a encore une économie d'échelle en fait sur l'infrastructure informatique qu'on a développée, qui permet de rendre tout ça rentable et fonctionnel. Ouais, l'économie d'échelle Ouais, se fait là-dessus en termes ouais. de technologie interne, quoi. Technologie interne, organisation et puis aussi de branding aussi. Euh, avec aspect en fait Donc marketing. marketing. Ouais.
Ça peut paraître un peu moins local, mais on est en train de bien expliquer ça en fait dans notre communication. Mais c'est important d'avoir une marque pour moi forte face à la grande consommation qui Mhm. fait un peu tilt dans la tête. Parce que Complètement, ouais. franchement, aujourd'hui, mais je me mets dedans, hein, quand tu vas comme un robot finalement dans la grande distribution. Il y C'est en a clair. déjà tous les 300 mètres, il y a un magasin, tu passes devant, tu rentres, tu te poses pas la question, tiens, est-ce que je vais consommer dans la grande distribution mes courses? Enfin, peu de gens se posent ces questions-là. Ou alors ils sont déjà dans une démarche très très avancée et ils le font déjà. Et nous, on essaie plutôt d'aller voilà, on va aller chercher ces personnes qui vont dans la grande distribution pour dire mais attends, tu as une autre solution aussi de faire. Mhm. Tiens, puis tu vas gagner du temps, puis tu vas avoir des choses qui ont plus de goût. Puis on va t'aider un peu là-dedans sans que ça soit difficile. Ah ouais, c'était le point que tu mentionnais, c'était le prix. Euh, c'est un prix. Le, Nous, on regarde, on est dans les prix de la grande distribution. Je peux citer Antcope et Manor, avec cette livraison qui est gratuite hein, chez nous, des 60 francs de commande. Donc, c'est vraiment bas. Euh, 10%, ça veut dire que c'est un peu plus que 10% de la moyenne des produits. Et puis, ça veut dire qu'effectivement, tu n'as pas ces premiers prix en rabais. Par exemple, on ne fait pas de rabais sur Maggi Tomato, vu qu'on fixe le prix juste avec les producteurs. Et on essaie d'être dans cette marge de manœuvre pour aussi financer l'ensemble de la structure. Mais la question que moi enfin, que j'ai, c'est qu'en Suisse, tu as quand même une partie de la population qui a les moyens d'ailleurs, qui actuellement va justement manière à la coop, achète des choses, etc. Et ben, cette partie-là est suffisante en fait pour avoir un marché du local, en circuit court, etc., qui vit. Il faut juste arriver à les convaincre de changer de façon de faire et d'arriver avec une proposition, à mon avis, de valeur qui est plus forte. C'est ce qu'on essaie de travailler. Ça ne sera pas un marché de masse. Hein, et il y a vraiment des familles qui ont besoin d'avoir ces premiers prix, etc. Ça doit rester. Mhm. C'est très important. Euh, mais il y a une partie de la population qui peut payer juste le prix, même actuel dans la grande distribution, et c'est là il y a quelque chose à faire. Hein. Même s'il y avait 5-10% de la consommation en Suisse qui était sur beaucoup plus de circuits courts, local, à moins d'impact, ce serait déjà énorme en termes d'impact. Il faut se dire aussi qu'à chaque fois que, que tu fais ça, en fait, ça a un impact sur toute la filière. Donc, quand tu travailles avec ce boucher qui est indépendant, qui lui-même a des filières indépendantes avec des éleveurs et autres, tu finances toute la chaîne, en fait, C'est sûr. indirectement. Et c'est pour ça que j'ai choisi les courses aussi. Euh, pour la petite histoire, au début, j'étais presque sur des agrégats pour faire des recettes, en fait. Chiner les aliments pour que je puisse faire des recettes facilement avec un pack, avec la recette. C'était un peu ça mon idée de base. Et je dis, ah non, non, mais en fait, l'enjeu, c'est les courses. L'enjeu, c'est parce qu'en fait, ça a tellement d'impact sur toute la chaîne de valeur en amont et en aval que si tu changes ça, euh, tu as un impact énorme. Et c'est un truc que tu fais chaque semaine. Ouais. Donc, et cumulé sur l'année et sur les années, tu vois, c'est c'est comme le truc de fermer le robinet quand tu brosses les dents. Enfin, tu vois, Mhm. c'est des trucs un peu. Ça paraît rien, mais cumulé, c'est énorme. Et puis, Ouais. ça va changer ça. Dû sur ce fait d'impact sur la filière, c'est énorme. Euh, Cumulé sur les déchets aussi qu'on évite. Donc, et c'est ça qui me parle et qui me dit qu'il faut vraiment continuer d'avancer. Il faut aller. Prendre son C'est bâton de pèlerin pour ouais, aller dire, mais ouais. attendez, il y a une autre possibilité. Et puis, C'est ton pourquoi, c'est vraiment ton, ouais, c'est ton why, c'est ce why, c'est ce fameux why de ouais. Simon Sinek. Et je l'ai pas dit, mais vous êtes Bicorp. Je crois qu'on l'a pas dit, hein, Non, et puis je le dis parce que j'aime bien le dire. J'aime bien quand les entreprises sont Bicorp. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, donc c'est ce label. C'est le label le plus poussé en termes de développement durable et social. oui, Je pense que c'est important aussi de le dire. Enfin, justement, tu as parlé de greenwashing au début, mais aujourd'hui, il y a aussi le greenhushing, donc vraiment de se taire par rapport à l'impact ou ce qu'on fait en termes de développement durable. Euh, mais je pense, comme tu l'as dit, aujourd'hui, je pense que c'est possible de développer une entreprise, un business qui est rentable et en plus de ça, qui a un impact positif ou en tout cas qui fait
un maximum pour avoir le meilleur impact positif possible. Et donc je pense que c'est important qu'il y ait des entreprises comme la tienne, comme celle que tu as créée, qu'il y ait des gens comme toi qui ont des idées et qui se lancent. Euh, je voulais juste encore parler de développement. Enfin, il y a énormément de choses que je voulais encore aborder, mais on va gentiment passer à la partie 2, qui d'ailleurs sera un petit peu plus courte que la partie 1, parce qu'il y avait, parce que, voilà, il y a beaucoup de thématiques qui, moi, me parlent. Oui. Mais par rapport au développement, parce que tu as parlé de croissance, et donc il y a un an environ, tu étais, j'ai plus le nom de, une émission, et en 2021, vous aviez fait 7 millions de chiffre d'affaires, vous étiez 40, je crois que vous êtes encore 40, hein, environ. On est moins maintenant, Vous oui. êtes moins? Oui. Ok. Et puis, il y avait une projection de 13 millions pour 2022, c'est ce que j'ai entendu. Et puis tu pensais passer à 180 personnes, je crois que c'était l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Où est-ce que ça en est tout ça en termes de développement? Bah, tu as dit que vous êtes moins. Pourquoi? Si Oui. c'est une volonté ou pas, ou si c'est la conjoncture. Alors, oh, je pense que les points que tu cites, c'est aussi plutôt une vision sur un développement et puis aussi des suites d'une levée de fonds aussi, qui avait aussi une idée d'expansion aussi en Suisse allemande, qu'on a mis en pause pour le moment. Donc ça, c'était un peu le point. On est moins, maintenant on est 25 personnes environ, y compris justement notre équipe logistique, hein, qui est donc internalisée et salariée en équivalent plein temps. Donc nous, il y a eu la sortie Covid, donc qui était aussi un peu un escalier. D'ailleurs, à chaque fois, on ne savait pas trop où ça allait s'arrêter. On reste très content de là où ça s'est arrêté. On est bien mieux qu'avant. Mais ça a vraiment été une période de consolidation. Aussi, on s'est dit, on va affiner ce qu'on est en train de faire. On a pu travailler sur notre proposition de valeur aux clients, d'améliorer aussi le service et de retravailler un peu sur ce qu'on était nous. Parce que pendant cette période de Covid, c'était un peu... fallait réagir rapidement, fallait vite mettre des choses en place et tout. Puis là, il fallait à un moment donné revenir en arrière et puis se poser. C'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'après, la conjoncture, elle n'est pas idéale hein, pour tant le local que l'économie de détail. Il y a eu un peu un retour à la normale aussi. Ça veut dire que nos clients, mais moi-même aussi, hein, on va plus au restaurant et je voyage plus, donc moins de courses. Donc c'est juste mathématique. Donc on est un peu dans cette période de consolidation, mais justement pour mieux repartir aussi sur des bases saines et aller continuer notre développement. Et donc là, Aller rechercher à terme ces 7 millions, Ok. voilà, ça serait quand même important. Ces 7, c'était aussi un cumulé avec justement la fusion avec justement un acteur dans la région de Neuchâtel, Label Bleu. Oui. Ça aussi, c'était l'année passée. Ça s'est passé en plusieurs étapes. C'était à notre taille quelque chose de très lourd à gérer, de bien faire, de ne pas frustrer les anciens clients, de bien les accueillir. Vraiment, on y a mis du cœur et forcément, t'arrives pas à faire quelque chose de parfait quand tu fais quelque chose d'aussi grand, mais c'était important justement pour pérenniser ces circuits courts et cet aspect local. C'est ce qu'on a vraiment essayé de communiquer derrière. On n'a pas eu de chance parce que le plus bel article dans Arc Info, le titre c'était le Genevois Magic Tomato avale le Château Label Bleu, alors que tout l'article disait le contraire, mais bon, voilà. Comme quoi on n'est même pas aidé par par les médias. Ouais. Et puis en plus, on l'a ressorti plein de fois, alors que c'est pas ça. Après, c'est clair qu'il y avait des ajustements à faire. Tu es sur une offre plus locale, moins industrielle, justement peut-être un petit peu moins de choix aussi parce que tu veux pas avoir trop de doublons dans des produits bio et locaux parce que tu sais qu'ils sont qualitativement, par exemple, ce produit-là est mieux. Et nous, on a quand même envie de faciliter la vie du consommateur, de ne pas lui donner une trop grande abondance de choix aussi. Ça fait partie un peu de notre philosophie. Et pour revenir sur l'aspect Neuchâtel, maintenant, on a vraiment fini en fait cette partie de fusion
où on a vraiment Magic Tomato, Neuchâtel, voilà, Fribourgeois qui est l'ex-label bleu principal dans les mêmes locaux. Et maintenant, ça opère, on opère bien, on est content et c'est un peu le redémarrage, on va dire, comme on veut, mais il y a eu cette phase un peu de fusion avec euh, toujours des petits couacs, même si tu veux que tout soit parfait. Mais maintenant, là, je suis content. Et puis, on voit que justement des clients qui qui étaient un petit peu déçus sur le monde de la fusion, ils commencent à revenir. Donc ça fait plaisir à voir. Bonne nouvelle. Oui. Ok. Paul, je te propose qu'on passe à la partie 2. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Oumana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao, ciao!